Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Plus fort, moins fort? C'est bon? Donc, bonsoir à tous. Déjà, merci pour votre présence. Merci pour l'organisation du meet-up à Étienne, Quentin et puis la Mozilla. Donc, ce soir, je vais vous faire un petit talk sur un retour d'expérience, en fait, sur Node.js. Quelles sont les solutions qui existent actuellement en termes de framework, en termes de CMS, au niveau des API, qu'est-ce qui est possible ou non de faire, etc., etc. Et enfin, pourquoi ces solutions-là ne m'ont pas plu. Donc tout d'abord, petite présentation très très rapide. Je m'appelle Loïc et je suis actuellement étudiant en 3e année à Ethic. Donc c'est une école de l'internet, du web, où on fait pas mal de développement également. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, en parallèle de mes études, j'ai fait 3 années de freelance. Et donc, au premier rendez-vous avec le client, il y a toujours un gros blabla, gros blabla et gros blabla. Et il y a un moment où on arrive, on se dit, ok, le mec il sait pas comment on fait un site, on doit lui présenter comment faire un site. Il y connaît rien. Donc on lui dit, voilà, on part from scratch, framework ou un CMS. From scratch, jamais de la vie, je vois pas pourquoi je m'embêterai à réinventer la roue, alors qu'il y en a qui s'embêtent à créer des frameworks et des CMS, donc autant les utiliser. Framework, j'en ai jamais utilisé un, parce que j'aimais pas ça, tout simplement je trouvais qu'il n'y avait aucun framework qui vraiment était fonctionnel pour mes besoins et qui était simple d'utilisation et avec lequel je pouvais vraiment répondre à un besoin client très rapidement. Du coup, je choisissais toujours la solution de facilité. Vraiment, je m'embêtais pas. Moi, j'avais envie de terminer le site, d'avoir mes sous, payer mon loyer. Du coup, je faisais un site très facilement en un week-end avec un CMS. Je m'embêtais pas. Alors les frameworks, actuellement, il y a quelques piliers, hein, dans d'autres langages, je vais pas vous les présenter, je suis pas là pour ça. En Node, actuellement, il y en a des très connus, il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Là, j'en ai mis quelques-uns, il en existe beaucoup plus, vous en connaissez certainement des très bien également. Il y en a déjà qui sont partis sur un projet Node, from scratch, sans un framework. Une personne. C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est impossible. C'est impossible. Donc moi, ce que je faisais avant, c'est je démarrais toujours avec Express. Je démarrais jamais un projet sans Express. Puis après, j'ai vu que Express c'était pas la vie, quoi, hein. C'est sympa pour débuter, pour voir un petit peu comment ça marche. Après, il y a d'autres frameworks. Je pense notamment à Meteor, Locomotive, Compound et Geddy, qui sont connus, qui sont très bien, mais qui ont également leurs points faibles, comme chaque framework. Ensuite, il y a Loopback. Je sais pas si vous connaissez. C'est Strong Loop qui développe ça. Et c'est vraiment sympa. C'est un framework dédié au développement d'API back pour mobile. C'est vraiment sympa. Euh, et après, je suis tombé sur Sales. Et là, vraiment, rien à dire. Sales, je veux dire, c'était le framework qui faisait toute la différence par rapport aux autres. Pour plusieurs raisons, je vous invite déjà à aller voir leur site. Sales, toutes les fonctionnalités qu'ils proposent par rapport à d'autres frameworks, c'était juste impressionnant. Vous avez des générateurs de modules, des générateurs d'API. On peut créer une API back en 15 secondes sur Sales. Sales Generate API, le nom de votre API. Votre API est déjà prête avec des blueprints, tout le CRUD, tout en RESTful, tout est prêt. 15 secondes. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est plutôt puissant. Et vraiment ça l'est, je vous invite vraiment à tester ce framework-là, c'est vraiment très très puissant. Après, en termes de CMS, qu'est-ce qu'on a? On a les piliers habituels dans d'autres langages. Et on a quelques nouveaux en Node
qui essaye de se faire une place. On a Ghost. Il y en a qui ont déjà utilisé Ghost? Ouais. Bien? Bien? Ouais. C'est bien, on peut juste faire un blog. Hein. Super. Non, Ghost c'est bien, mais on peut juste faire un blog et c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a aucune fonctionnalité derrière. Mais c'est dommage parce que le système est pas mal. Après, on a Keystone, Calypso, Node.js qui sont pas mal, mais qui poussent pas la chose jusqu'au bout. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une idée, ils font un CMS en Node, et ils poussent pas la chose jusqu'au bout. Les mecs, c'était quasiment les premiers sur un marché. Ils se sont dit, bon, on s'en fout, on fait un CMS. Faites un CMS. Au final, ils ont jamais sorti la tête de l'eau. Et donc, on se rend compte qu'en fait, en Node actuellement, les frameworks, enfin, il n'y a pas de CMS vraiment évident et simple d'utilisation et fonctionnel. Il n'y en a pas. On a des frameworks qui évidemment sont très bien également, par contre. Et donc, si on utilise un CMS, que ce soit sur du Node ou sur un autre langage, hein, et qu'on donne ça à un client, des fois, c'est une grosse galère. Le client, il est là, tout ce qu'il connaît, c'est Word. Et vous lui balancez un CMS. Alors, accès FTP, SSH, tu fais ça, ça. Les mecs, ils sont complètement perdus. Et donc, pour faire évoluer un simple CMS jusqu'à un site vraiment custom, à chaque fois, moi, je galérais avec les clients. Il fallait tout leur expliquer, l'interface et tout. Putain, ils peuvent pas faire un truc simple, c'est impossible. Après, il faut faire tous les réglages. Aucun réglage prédéfini sur les CMS. Le temps de personnalisation est énorme. Avec les thèmes, rajout des plugins. Ça prend un temps fou, c'est une perte de temps, mais inutile. Après, la plupart de vos clients demandent, en général, d'importer des données depuis un autre site. Par exemple, depuis un WordPress, depuis un Tumblr. Et il n'y a aucun outil qui existe pour ça. Et après quelques semaines, on se rend compte qu'il y a des mises à jour. Ok, donc déjà, il faut cliquer sur la mise à jour. Le client est là, il fait « Oh, ça télécharge un truc. » Ok, il n'en sait pas plus. Et une fois qu'il a téléchargé cette mise à jour, il y a des problèmes sur le CMS. Forcément. Vous aurez des problèmes entre le corps du CMS, les plugins, les thèmes, parce que les compatibilités entre chaque sont pas optimales à 100%. C'est-à-dire que quand on fait des mises à jour entre le CMS, les thèmes et les plugins, on aura forcément un problème quelque part. Surtout si c'est le client qui les fait manuellement. Donc, utiliser un CMS, ça impose donc des limites fonctionnelles. Ça demande beaucoup de temps et de patience. Du coup, l'idéal, quand on est dev, c'est d'utiliser un framework. Le problème, c'est que quand on doit donner un site à un client et qu'on n'a pas que ça à faire parce que le site ne nous plaît pas, ben on s'embête pas, on prend un CMS. Sauf que voilà, les CMS, il y a des freins. Et donc si on fait un site en Node pour un client, en termes d'offres d'hébergement, ben il y en a. Si votre client a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, vous pouvez aller sur Giant, où le prix est même pas au mois ni à la journée, c'est en heure. Donc ça déjà c'est bien. Après voilà, vous avez Heroku, Nodejitsu, Modulus, AppFog et d'autres qui sont très bien, mais qui sont vraiment idéaux, qui sont vraiment très bien. Qui sont vraiment très bien pour le dev, c'est-à-dire que mettre un site en prod pour un client dessus, pour que ça reste simple, après il y a les DNS à gérer et tout, et les clients ils sont... Puis techniquement c'est pas à vous de le faire. C'est pas évident.
Et donc, dans cette liste, moi, le seul que j'ai retenu, c'était Gandhi. Alors, très simple, déjà parce que ils font du Node. Alors, c'est super bête à dire, mais contrairement aux autres hébergeurs qui proposent des noms de domaine, ils font du Node. Tous ne le font pas. Et ensuite, on peut très facilement gérer les mails, le SSL, les accès en Git, SSH, SFTP. Et c'est très peu cher par rapport à tous les services qu'ils proposent. Et donc, j'en viens au fait que, en fait, quand on veut faire un site en Node pour un client, la seule solution que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'était d'utiliser un framework et ensuite le mettre sous l'offre d'hébergement donc de Gandhi. Pour le mettre en prod après, pour faire que du dev évidemment, on peut le mettre sur Heroku ou sur d'autres hébergeurs. Et après, pourquoi il n'y a pas de solution actuellement qui existe et qui propose un framework très simple d'utilisation avec par-dessus une couche CMS très simple d'utilisation pour les utilisateurs et dédié aux développeurs. C'est-à-dire que on n'a pas de CMS en Node simple, rapide, stable, efficace. Il n'y en a pas. Il n'y a que Ghost. Et Ghost, on peut faire quoi? On peut faire un système de blog. La gestion du collaboratif, c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, prenez l'exemple de Google Doc. Google Doc, c'est génial parce qu'on peut éditer un article à plusieurs. C'est bête comme idée, mais qui le propose? Personne. C'est-à-dire que si vous donnez à un client un site et qui vous dit « Ok, comment je fais pour éditer un article avec mon pote qui est à l'autre bout du monde ?» Ah ben, envoyez-vous des mails, hein. Pas le choix. Création de contenu varié, un peu comme sur WordPress à la custom post type. Sur Node, il n'y a pas de générateur de contenu, par exemple un générateur de blog, un générateur de page statique, un générateur d'API. Il n'y en a pas de fonctionnel, il n'y en a pas de vraiment stable et qui peuvent être utilisés à bon escient. Et donc là, on se dit, ok, donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est une sorte de bootstrap que j'utiliserai pour chacun de mes projets, pour mes clients. Ok, c'est sympa. Sauf que, plutôt que de faire ce projet-là de mon côté, je me suis dit, je vais faire un gros truc et je vais réaliser cette utopie-là. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon activité freelance et je me suis mis à la réalisation de quelque chose qui n'existait pas en Node à l'heure actuelle. Un système de gestion de contenu basé donc sur un framework dédié aux utilisateurs et conçu pour les devs. C'est-à-dire que par-dessus, on pourrait rajouter par exemple une marketplace, un support intégré ou encore un système de software as a service par exemple. Et ensuite, conçu pour les devs avec des technologies innovantes. On voit par exemple la montée en puissance de Node, la montée en puissance de Mongo, la montée en puissance d'Angular, l'arrivée de Gulp. Et ça, quand on a un stack comme ça, full JS, on obtient des performances de dingue, mais qu'on peut même pas imaginer. C'est-à-dire qu'avec des technologies innovantes qui sont encore très jeunes, qui ont moins de 4 ans, même moins de quelques mois pour certaines, on arrive à dépasser très largement des technos qui sont présentes depuis plus de 10 ans et qui sont implémentées
dans la culture des devs et des utilisateurs. Pourquoi on ne fait pas ce changement-là? Pourquoi on ne passe pas à des nouvelles technos? Pourquoi plus de 20% des sites au monde tournent sur un WordPress? Pourquoi 88% des sites propulsés par un CMS tournent sur un WordPress? Regardez les performances, les fonctionnalités. Par rapport à du Node, on ne peut rien faire. Donc des technologies innovantes basées sur un framework, donc dédié aux devs, et utilisant un ORM. Alors un ORM, c'est très bête, mais qui a déjà vu un CMS qui proposait plus de 4 systèmes de gestion de base de données nativement? On est d'accord. Un ORM, donc, juste pour proposer des fonctionnalités aux utilisateurs, aux devs, pour pouvoir changer de système de gestion de base de données, tout simplement. C'est bête, mais actuellement, on peut le faire nulle part, à moins d'installer des plugins, des add-ons, etc., etc. Ça prend un temps fou et après, on perd toutes nos données. Un guide public et un guide privé pour la gestion de toutes nos features et de tous nos thèmes. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une marketplace connectée à un CMS. Actuellement, les devs ont aucun moyen de gérer ce qu'ils vendent via Git, par exemple, sur ThemeForest, je pense, ou sur d'autres marketplaces. C'est-à-dire qu'ils uploadent un zip, point barre. Comment ils gèrent le versionning? Comment ils gèrent la collaboration? Il n'y a aucun système qui permet ça et qui ensuite met le CMS à jour directement via Git dès qu'il y a une mise à jour effectuée. Et enfin, une liberté totale. C'est-à-dire que y a très peu de CMS actuellement qui permettent une liberté totale pour les développeurs. Par exemple, amusez-vous, enfin, c'est pas vraiment un jeu, mais lisez les licences des CMS. Ben, vous pouvez pas tout faire. C'est-à-dire que je suis sûr que vous avez déjà fait des trucs que techniquement vous n'avez pas le droit de faire sur un CMS. Et donc, en partant de cette utopie-là, je me suis dit, ok, ça peut être un beau projet. Ça peut être un beau projet perso. Puis après, j'en ai parlé à quelques personnes lors de mon stage l'été dernier à San Francisco. Et ils m'ont dit que cette idée-là, c'était pas un petit projet qu'il fallait que je mène de mon côté. Ils m'ont juste dit que c'était quelque chose de révolutionnaire et que je devais monter avec des devs, avec des designers, bref, avec une équipe. Du coup, j'ai arrêté mon activité freelance, je me suis barré, je leur ai dit, gars, je me casse. Et en parallèle de mes études, donc avec d'autres étudiants de mon école dans laquelle je suis, on a décidé de créer cette utopie-là. Donc le projet, il s'appelle Extensio. Et c'est un CMS, voilà, basé en Node, sur un framework. Donc on a choisi le framework Sales, avec l'ORM Waterline, qui permet donc pour nous de gérer 9 systèmes de gestion de base de données, dont 2 dédiés aux développeurs. C'est-à-dire que nous avons 7 SGBD, et nous en avons 2 dédiés aux développeurs qui tournent uniquement sur la machine sans base de données derrière, disque ou memory. Et après, en base de données, on gère du NoSQL, MongoDB, CouchDB, Redis. Et en SQL, on gère du MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, et j'en oublie un, j'en oublie toujours un, je sais plus. Bref. Après, on utilise Socket.io. Alors, Socket.io est implémenté nativement dans Sales, et ce qui nous permet de faire tourner tout le CMS en real time. Tout le CMS est en real time.
un chat se fait en real time. L'ajout des commentaires, un forum de discussion, se fait en real time. Il n'y a aucun chargement de page. On peut éditer un article à plusieurs, par exemple, en même temps, comme sur Google Docs. Ensuite, on avait implémenté Grunt pour la gestion des tasks en front. On a l'intention de passer sur Gulp la semaine prochaine, pour plusieurs raisons techniques. Et donc ça nous permet quoi? Ça nous permet de dire aux devs front, hey les gars, vous pouvez dev un thème avec les technos que vous voulez. Du Jade, de l'EJS, du Stylus, du Coffee, du SAS, n'importe. On prend tout en charge. Après, jQuery, Angular qu'on est en train d'implémenter tout doucement. Ensuite, Mocha pour l'unit testing. C'est bête, mais on peut pas faire de testing sur un CMS d'habitude. Et enfin, les API de Gandhi pour tout ce qui est SaaS. On choisit notre nom de domaine, on choisit notre solution d'hébergement, notre base de données, et le CMS est online. Et derrière, on a une interface qui permet de gérer tout notre site. Et donc le CMS, évidemment, est gratuit et disponible sous licence MIT. Est-ce que vous voulez que je parle plus loin dans la techno? Que je vous fasse une démo? Vous en avez marre? Vous voulez manger? Démo? Ok. Alors. Par contre, il faut juste que je trouve comment on gère les différents écrans, parce que là, j'ai pas du tout ça. Il faut juste que je trouve. Attendez. Ok. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit pas très bien. En fait, déjà, tout à l'heure, j'ai fait simple. Je vous ai dit que c'était un CMS. CMS et CMF. En fait, c'est un générateur de CMS. C'est-à-dire que, par exemple, je veux générer un nouveau CMS. Je vais l'appeler Meetup. Donc là, j'ai bien mon CMS qui a été généré et qui s'appelle Meetup, ici, donc avec mon archi. Donc je vais lancer un Mongo à côté. Par contre, la résolution n'est pas top. Après, il suffit juste de démarrer le serveur. On s'est pas encore attardé vraiment sur le front office. Et donc là, j'arrive sur mon panel d'admin. Donc pour l'instant, on est encore en version bêta privée. On compte sortir une version bêta publique d'ici 3 semaines. Donc s'il y a 2-3 trucs qui fonctionnent pas, c'est normal. Hein. On est en bêta. Donc ici, on a bien, par exemple, donc là, le dashboard, déjà, je vais peut-être préciser un peu. Le dashboard, ce sera un outil d'analytics avec un système de notification. C'est-à-dire que sur les CMS, actuellement, quand il y a une action qui est effectuée sur notre site, on n'est pas forcément au courant de tout. Et on a décidé d'implémenter un système d'analytics nativement au CMS. C'est-à-dire que, par exemple, Google Analytics, c'est très puissant, c'est très complet. Mais pour tout comprendre, il faut un certain temps d'adaptation. Après, il y en a des très bien comme Mixpanel, mais il faut payer. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est, là on est en train de le faire, on va sortir une première version bêta d'ici 2 semaines.
c'est un système d'outils d'analytics personnalisé en fonction du CMS, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction des fonctionnalités installées sur le CMS, avec les nombres de vues, le nombre de commentaires, etc., etc. Là, on a bien nos fonctionnalités, donc on a des modules et des plugins. Alors, on a décidé de différencier tout ce qui est module et tout ce qui est plugin pour deux raisons qui en fait sont évidentes. Je vais prendre l'exemple de WordPress. Quand on installe une fonctionnalité sur WordPress, c'est forcément un plugin. Vous voulez rajouter une fonctionnalité de social share, c'est-à-dire de partager un article juste avec des petits boutons sur Facebook ou sur Twitter. Ça s'appelle un plugin. Vous voulez installer une extension sociale du style BuddyPress, ça s'appelle un plugin. Et pourtant, les fonctionnalités ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que BuddyPress vous rajoute des fonctionnalités bien spécifiques au CMS, comme un réseau social avec des connexions, alors que le Social Share, c'est juste un plugin qui va se rajouter en fait sur les articles déjà existants. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de séparer modules, qui sont en fait des features spécifiques, comme par exemple un blog ou une gestion des pages, et des plugins qu'on peut retrouver en global sur le CMS, comme système de catégories, des commentaires, des tags, ou encore des types, style à la Tumblr, texte, photo, vidéo, etc., etc. Donc par exemple, puis chaque module, puis même chaque plugin a ses settings custom. Si je veux créer un article, j'espère juste que ça va marcher parce qu'on a un problème de socket en début d'après-midi. Ma description. Et donc tout ça, c'est en real time, c'est-à-dire que si quelqu'un est connecté également, qui va sur la partie article, il pourra éditer cet article en live avec moi, comme sur Google Doc. Type, donc ça on est en train de le gérer également. Globalement, on a repris les types de Tumblr pour pouvoir importer un Tumblr en fait, très simplement. On a juste rajouté sondage et une série de sondages parce qu'en fait on a vu que c'était beaucoup demandé sur les CMS comme WordPress où c'est impossible de générer un sondage sans un plugin. Ensuite la catégorie par défaut et on peut rajouter les tags et mon contenu qui par exemple va être ici. Et si on veut activer ou désactiver les commentaires sur cet article-là. On peut bien évidemment gérer la gestion des commentaires en global sur tout le site. Après. Vous voulez que je continue ou vous voulez qu'on aille manger? Ok. Ok. Moi, je demandais. Hein. Ah oui, un truc super important auquel on a passé beaucoup de temps en fait, mais juste à réfléchir. C'était à la recherche. Il y a des pros d'Elasticsearch dans la salle? Ah, cool. Parce qu'en fait, au début, on voulait implémenter Elasticsearch sur le CMS, tout simplement parce que c'est puissant, que le tri par pertinence est vraiment très bien. Le problème, c'est que on a regardé comment mettre un Elasticsearch en prod. C'est l'enfer. Du coup, on a décidé, ce qu'on est en train de faire, ça on l'a décidé il y a 2 jours du coup, quand on s'en est rendu compte, de faire notre propre système de recherche avec un tri par pertinence, avec les associations qui sont déjà faites entre les modules et les plugins. On a une liste d'utilisateurs, donc ici qu'on peut bloquer, des settings sur les utilisateurs, est-ce qu'on autorise ou non les inscriptions, enfin bon, bref, c'est que des features après qu'on pourra rajouter à la volée. Import, export data,
Ça, c'est plutôt cool. Puisqu'en fait, bon là, on n'a que WordPress, mais on peut importer tout un blog WordPress en seulement quelques secondes et un clic. C'est-à-dire qu'on a fait le test en début de semaine. On avait importé plus de 1000 articles avec 400 commentaires et 300 users en 50 secondes. Avec les fichiers médias également. Vidéo, photo, on avait tout récupéré sur notre propre serveur. Et on récupère également les custom post types. D'ailleurs, custom post type que nous sommes en train de développer. Donc création en fait d'un blog par exemple personnalisé ou création d'un portfolio en seulement quelques secondes et implémenté nativement dans le CMS. Une petite feature que vous allez bien aimer, donc je vous mentais pas, hein, on l'a implémenté hier, donc on a 9 systèmes de gestion de base de données en natif. Donc comme je vous ai dit, on a memory et disque qui permettent en fait la gestion du contenu sans base de données réelle. C'est dans l'ordinateur, c'est juste pour le dev, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'embêter à mettre en place un SGBD. Et après, pour de la prod, on a du Mongo, du Coach, du Redis, et enfin MySQL, Postgre, Oracle et Microsoft SQL. On espère en rajouter. Voilà, globalement, après, ça reste un CMS. Ça reste un CMS, à quelques exceptions près. Par exemple, en termes de perf. Aurélien, tu me dis si je me trompe. En termes de perf, faut que je m'en souvienne. Je sais plus. En termes de perf, si. C'était 26 millisecondes pour récupérer tout le bac. C'est-à-dire récupérer un article avec toutes les associations, etc., etc. 26 millisecondes. Quand on gère le front derrière, quand on récupère la view, ça nous faisait 300 millisecondes. 300 millisecondes, sachant qu'on était en mode de développement. Ah oui, je vous ai pas montré ça. C'est plutôt sympa. On a un mode en fait ici. Ah, vous voyez pas. Bah, ça zoome pas. Bon, bah, ah si. Maintenance, développeur ou production. Quand on est en prod, tous les fichiers sont concaténés et minimifiés. Si on est en mode dev, tous les fichiers restent simples comme ils sont. Et donc, pour afficher un article, non, c'était combien? C'était 10 articles 44 articles, 10 000 caractères par article, donc 20 paragraphes par article. On mettait 500 millisecondes. 500 millisecondes pour afficher 44 articles de 20 paragraphes chacun sur une seule page. En mode développeur. Donc sans les fichiers concaténés et minimifiés. Allez faire ça sur un Drupal. Impossible. Voilà, donc tout ça pour dire en fait que aujourd'hui on a des technos en Node qui permettent de faire des trucs ultra puissants comme ça. Et moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens restent sur des technos vieilles de 10 ans, surtout en France. Surtout en France. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. C'était avec du Mongo. C'était avec du Mongo, c'est-à-dire que... ouais. Alors, la question c'était avec quel SGBD on récupère, enfin au niveau des perfs, c'était du Mongo. C'est-à-dire qu'on sait très bien que du MySQL, ça sera pas aussi puissant. Par contre, on sait qu'en dev, avec un disque ou avec un memory, ça sera encore plus puissant. Là, on a fait avec du Mongo. Si on essaye avec du Coach ou du Redis, ça sera peut-être tout
tout aussi puissant. À voir. Mais les chiffres donnés sont avec Mongo. D'autres questions? Oui? Peut-être plutôt une remarque par rapport à ce que tu disais justement, pourquoi on reste sur des anciennes technos qui ont 10 ans. C'est peut-être l'offre d'hébergement gratuit, et, enfin, entre autres, enfin, d'une part l'offre d'hébergement gratuit, mais aussi la facilité d'héberger un site en Node par rapport à héberger un site en PHP. Moi, je prends comme exemple des amis qui ne sont pas développeurs. C'est plus simple d'uploader un fichier PHP en FTP que de passer par Heroku avec une clé SSH et de faire un git push, enfin, tout le bazar qu'on connaît. Et c'est quelque chose qui espérons-le, va se simplifier au cours des mois, l'année prochaine. Oui, alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, j'ai qu'une réponse, en fait, à vous donner. On est en train de développer un service, un software as a service. C'est-à-dire que l'utilisateur arrive sur notre site, il choisit un nom de domaine, il choisit un hébergement, la taille en fait de l'hébergement qu'il veut, et derrière, nous, on s'occupe du déploiement. On a un déploiement automatique sur les serveurs, avec réservation donc du nom de domaine, déploiement et mise à jour automatique. Et via ce panel-là, l'utilisateur pourra gérer en fait toute son instance. Il pourra donc gérer ses renouvellements de nom de domaine en même temps que l'hosting. Il pourra gérer son SGBD. Il pourra gérer ses emails et également ses certificats SSL. Et ça, c'est un software as a service que nous avons commencé de développer et qui sera disponible dans une première version d'ici 2 mois. Et en fait, la seule raison, en fait, actuellement c'est fonctionnel. Actuellement, c'est fonctionnel. La seule raison qui fait qu'on l'a pas mis en ligne, c'est tout bête, c'est juste que nous, on n'est pas une entreprise. Et que du coup, on n'a pas le droit de récolter des fonds. Nous, on est des étudiants et on n'a pas le droit donc de faire payer. On n'a pas le droit d'amasser d'argent. Et pour ça, il faut être une entreprise. Sauf qu'on n'a pas les fonds pour devenir une entreprise, donc on peut pas récolter de fonds. C'est aussi bête que ça, et sinon c'est prêt. C'est prêt. J'imagine que tu connais Meteor, c'est un peu la même chose, puisque c'est vers ça c'est vers ça que eux aussi ils convergent. Ouais. Ce genre de. Je suis d'accord. Ce genre de système. Après, c'est un choix. Moi, je sais que Meteor, je suis pas. J'ai essayé une fois et je sais pas, j'ai pas. Ouais, je trouve ça bien, mais pas plus, quoi. Après, c'est peut-être moi, hein, je sais pas, je dois avoir un problème, mais je me suis dit, je préfère dev ma solution, quoi. Voilà. D'autres questions? Ouais. En fait, j'avais une question par rapport au support des différentes bases de données. Comment est-ce que vous gérez les différences de modèles, de modélisation entre les NoSQL et les SQL traditionnels? Est-ce que vous utilisez les mêmes modèles? Est-ce que vous les adaptez avec, je sais pas, est-ce que il y a deux catégories? Parce que forcément, si on utilise les types de modélisation de l'un sur l'autre, ça va paraître super fonctionnel. Est-ce que vous avez privilégié Mongo? Qu'est-ce qu'il y a autour des modèles, des bases de données? Alors, nous, donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on utilise l'ORM Waterline. Et c'est l'ORM qui prend tout ça en charge, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est schéma, association de modèles et tout, c'est tout Waterline qui gère de son côté. Tout ça, c'est géré via l'ORM. Nous, derrière, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit.
Je connais pas cet ORM-là, mais j'imagine quand même que il y a forcément des choix dans le schéma qui sont plutôt orientés, Oui. orientés NoSQL avec des embedded. Je trouve plus la traduction. Non, mais je vois entièrement ce que vous voulez dire. Et nous, en fait, Des modèles liés à des jointures. Enfin, donc il y a forcément des choix, je pense, que l'ORM aura du mal à traduire. je suis entièrement d'accord. Alors déjà, il faut savoir que l'ORM gère plutôt bien, même très bien, tout ça. Nous, après, en effet, comme vous le dites, ce ne sera pas forcément optimisé pour un système SQL. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est un choix que nous avons fait par rapport aux technologies utilisées comme Node. On a décidé d'optimiser tout ça pour du NoSQL. Mais après, ceci sera très bien mis en place sur un système SQL. Ça marchera également. Mais l'optimisation est faite pour du NoSQL. D'autres questions? Oui. Je me demandais du coup, est-ce que l'idée c'est de faire un projet open source à la WordPress Joomla ou juste une plateforme de SaaS du coup? Alors, moi c'est exactement ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que dans l'utopie que j'ai indiquée, le dernier point, c'était liberté totale. Le CMS est entièrement open source, gratuit, sous licence MIT. C'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez. Nous, on le met à libre téléchargement pour les devs, en sachant très bien qu'un simple utilisateur ne va pas le DL, ne va pas s'installer un node avec un Mongo et puis le foutre en mode. Le SaaS, le Software as a Service que nous proposons, enfin que nous allons proposer, c'est juste pour les utilisateurs lambda qui connaissent rien du tout. Voilà. Donc pour répondre à ta question très simplement, open source, MIT, faites ce que vous voulez. D'autres questions? Bon, merci. Merci à vous.